Bonjour à tous. Je vais vous présenter un atelier qu'on a fait dans le deuxième Festival des maths en scène en 2018. Un atelier que j'ai créé qui est basé sur un jeu des années 80 que normalement vous voyez à l'écran, qui s'appelle les Anneaux hongrois, vendu en 1982, formé de petites billes de quatre couleurs différentes et qui peuvent exister sur deux anneaux différents. Et ça évoque beaucoup le Rubik's Cube, qui lui a été inventé en 74, qui a un nombre de configurations gigantesques, 43 milliards de milliards, euh, alors que les anneaux hongrois n'ont à peu près 10 milliards de configurations. Alors le but dans les anneaux, c'est de partir d'une certaine figure, et puis d'arriver sur une autre figure. Le but du Rubik's Cube, c'est un peu pareil. En général, on essaie de refaire toutes les faces, mais on peut aussi s'amuser à faire des années ou des choses comme ça. Et ces deux exemples de puzzle ou de casse-tête que j'appelle de permutation, ça c'est une terminologie qui est due à moi, seul moi j'utilise, je vais les appeler dans cet exposé les puzzles de permutation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est les puzzles qui ont une propriété, c'est que les mouvements possibles sont indépendants de la configuration dans laquelle on est. Donc ça c'est c'est par opposition par exemple au tour de Hanoï, qui au sens défini précédemment ne sont pas un puzzle de permutation. Parce que les mouvements qu'on a le droit de faire dépendent de dans quelle configuration on se trouve. Voilà. Je ne rappelle pas la règle des tours de Hanoï. Alors la modélisation des puzzles de permutation, mathématiquement, ça se fait avec la théorie des groupes, des actions de groupe. J'en toucherai un mot dans quelques instants, à l'instant même. Donc je parle de groupes, donc c'est groupes en mathématiques. Hein. On appelle X un ensemble, c'est l'ensemble des configurations possibles du puzzle, et je vais appeler E l'ensemble des actions élémentaires. Par exemple, sur le Rubik's Cube, ce serait tourner un côté d'un quart de tour. Sur le Rubik's Cube, il y a 6 côtés, on peut tourner dans deux sens possibles, donc ça ferait 12 actions élémentaires possibles. Et à chaque fois que vous faites une action élémentaire, vous passez d'une configuration à l'autre. Donc à une action élémentaire, je peux associer une bijection sur l'ensemble des configurations. Et je me retrouve avec un ensemble de bijections, voilà. Et je regarde le groupe engendré par toutes ces bijections. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes. Et c'est un groupe qui agit sur l'ensemble. Alors le groupe G agit sur l'ensemble X. Donc ça, ce puzzle que je vais vous montrer m'a inspiré. J'en ai fait un petit programme où cette fois-ci, il n'y a pas 4 couleurs, mais il y a autant de couleurs qu'il y a de billes. Donc là, il y a 8 billes différentes, 5 sur chaque anneau, avec 2 billes en commun sur 2 anneaux. Et je peux les mélanger en faisant tourner les billes de cette façon-là. Je vais demander aussi à l'ordinateur de les mélanger à ma place en cliquant ici. Et maintenant, il faut que j'essaie de remettre les billes à leur place. Ça n'a rien d'évident. Je peux essayer de remettre la jaune à sa place, par exemple, et puis après, je suis embêté. Si je me je peux remettre la verte, etc. Mais au bout d'un moment, ça coince et c'est pas facile. C'est comme le Rubik's Cube, il est facile de refaire une face, mais de refaire toutes les faces, à un moment, on coince et ça devient très compliqué. Alors, dans ce petit programme que j'ai fait, qui est disponible sur Internet, on peut varier le nombre de billes sur un côté. Par exemple, je peux demander à ce qu'il y ait 10 billes sur un côté, et puis je peux demander à ce qu'il y ait 7 billes sur l'autre. Voilà. Je peux aussi varier l'écart entre les billes. Je peux demander à ce qu'il y ait 3 billes d'écart à gauche et 2 billes d'écart à droite. Et ça me fait une infinité de variantes possibles du puzzle des anneaux hongrois. Voilà. Avec une couleur différente par bille, ce qui rend le puzzle difficile. Hein. Ce qui augmente énormément le nombre de configurations possibles. Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, en 2018, j'ai eu l'idée d'en faire un atelier pour le Festival des maths en scène, en me disant, je vais remplacer les billes par des gens. Voilà. Donc, ce sont des participants. Les couleurs, j'ai fait acheter des chasubles de couleurs. Voilà. Et j'ai fait des tracés de grands cercles sur le sol et j'ai mis une marque au sol de la couleur des chasubles. Donc pour le premier puzzle qu'on a vu là, qui s'appelle 5-5-1 dans les paramètres du programme, qui a fait 8 billes, voilà, donc ça donne ça en photo. La photo, on ne voit pas très bien, on voit 5 personnes qui ont une chasuble, mais normalement ils étaient 8. Voilà, et sur le sol, il y a des espèces de sourires, des smileys qui sont des couleurs de chasuble, et il y a aussi une indication A, B, C, D, parce que quand on donnait des ordres aux participants, on leur disait A, il fallait qu'ils regardent au sol pour savoir dans quel sens l'anneau devait tourner et dans quel sens il devait tourner, etc. Donc l'idée, c'est que ce serait marrant parce que c'est en grand et les gens incarnent les billes. Au début, je demande aux participants de se mettre au hasard, pas sur leur marque, et après on essaie de faire chacun sur sa marque. Donc ils commencent à réfléchir, à bouger les choses, etc. Il est facile de remettre une bille, 2 billes, 3 billes.
4 billes, c'est relativement facile. Et juste après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, cet atelier, en fait, je l'ai fait tourner qu'une année. Il a vu passer 12 groupes. Hein, donc, il y avait 2 journées scalaires avec 3 séances par demi-journée. Du coup, ça fait 12 groupes de 8 enfants qui ont joué à cet atelier. Et pour la journée grand public, on a décidé de ne pas le faire tourner parce que le succès était mitigé. Le fait qu'il était en grand, bien sûr, ça attire le regard, ça donne aux gens envie d'y jouer. Mais dans la journée grand public, il fallait 8 participants, donc il fallait que les gens s'inscrivent, etc. Et on a décidé que c'était trop compliqué. Un autre problème, c'est que les participants sont en fait plutôt passifs, c'est-à-dire que si je les faisais débattre entre eux du mouvement à faire, c'était trop le désordre. Et donc, au final, on désignait une personne qui est maître du jeu pendant quelques minutes, et puis on changeait de la personne, etc. Mais du coup, tous les autres attendent et se contentent de suivre les ordres. Donc, c'était pas si rigolo pour eux, finalement. Un autre problème, c'est que l'algorithme de résolution n'est pas si simple. Hein. Une fois qu'on a mis 4 billes, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Il faut commencer à réfléchir. Et 50 minutes, c'est un peu court, en fait, pour expliquer toutes les subtilités. C'est un atelier qui marcherait mieux sur une après-midi entière, je pense. Voilà. Alors, ce qu'on a fait au final, c'est qu'on se contentait de présenter un algorithme de résolution, à pouvoir faire réfléchir un peu les gens, mais sans leur faire découvrir. Et donc, du coup, mathématiquement, c'est un peu plus pauvre. Voilà, c'est comme faire un atelier sur Rubik's Cube et faire apprendre aux gens à résoudre le Rubik's Cube, c'est marrant, mais finalement, est-ce qu'ils ont fait des maths ou pas? C'est une question dont on peut débattre. Voilà. Bon, mais je vais quand même raconter un aspect sympathique que je n'avais pas prévu, sérendipité. C'est la décomposition en cycle. Donc, comme on est en théorie de groupe, en fait, on a un groupe de permutations. On a 8 personnes qui veulent retourner chacun dans leur maison et on associe à chaque configuration de permutation, etc., etc. Et donc, il y a cette histoire de décomposition en cycle. Donc, quand on a une permutation sur n éléments, cette permutation se décompose de façon unique en cycle à support disjoint. Et ça veut dire... ça, c'est très utile pour comprendre les permutations. Et j'expliquais ça aux gens, ils comprenaient assez bien, c'est-à-dire que je leur faisais faire la chose suivante. Donc chacun était allé au début du jeu, chacun allait sur une place au hasard, de préférence pas la sienne. Et puis, ce que je demandais aux participants de faire, c'est de désigner du doigt la place où ils devaient aller. Donc chacun pointait du doigt quelque part, ils pointaient sur eux-mêmes s'ils étaient à leur place. Et ensuite, pour décomposer un cycle, on prenait une personne, on regardait qui désignait, et puis ensuite on regardait cette deuxième personne, on regardait qui désignait, etc. Et ça nous formait le cycle. Voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça marrant. Et ensuite, ce que j'avais pu expliquer aux gens, c'est l'histoire de parité. Alors, sans faire la théorie de la parité des permutations, bien sûr, mais donc, si je reviens à 5, 5, 1, 1, là, on a dit sur 5 éléments. Donc, ces cycles sont pairs d'après la théorie des permutations. C'est-à-dire que c'est des permutations paires. Et quand on compose une permutation paire, on a toujours une permutation paire. Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre le puzzle. Si jamais vous échangez deux billes entre elles, vous ne pourrez pas résoudre le puzzle. C'est impossible parce que vous avez une permutation interne. Donc là, vous aurez beau mélanger comme vous voulez, faire ce que vous voulez, vous ne résoudrez jamais le puzzle. C'est comme pour le Rubik's Cube. Si vous prenez le Rubik's Cube et que vous permutez faites tourner d'un tiers de tour un coin, eh bien, le Rubik's Cube devient possible à résoudre. Ça, c'est une farce que vous pouvez faire aux gens si vous voulez. Bon, dans les plus, quand même, ces matériels n'étaient pas très volumineux, facile à ranger, facile à transporter, et puis c'est quand même l'occasion de présenter des maths assez intéressantes. Je ne parlais pas de théorie des groupes, bien sûr, mais j'insufflais un peu les idées quand même, quelque part. Voilà. Non, il n'y a que 4 couleurs, alors il y a une vingtaine de billes. Donc l'idée là, c'est qu'on aurait pu aussi diminuer le nombre de couleurs. Donc là, je fais que 3 couleurs, toujours de billes, hein, toujours les mêmes anneaux, c'est toujours 5, 5, 1, 1, mais que 3 couleurs. Donc ça fait un puzzle un peu plus facile. Et là, les gens arrivaient à le résoudre. Par exemple, une technique pour le résoudre, c'est de mettre toutes les billes grises à la place. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 billes grises consécutives. Donc quand je tourne, bon, et là, j'ai fini parce que les 2 billes jaunes sont consécutives. Mais si jamais on n'a pas de chance et que les billes jaunes ne sont pas consécutives, là, j'ai une de chance. Je vais essayer d'avoir pas de chance. Arnaud,
Alors, il te reste 3 minutes. Je suis désolée pour tout le monde. On a eu quelques problèmes techniques, donc la présentation d'Arnaud est un peu raccourcie. Et du coup, je ne sais pas si tu veux continuer. Il y a une question dans le chat que je peux te poser à la fin. Mais ouais, la fin est proche. Donc, je finis en 1 minute, d'accord. Okay. Donc ça peut donner une piste pour un atelier plus facile, c'est de faire, on pourrait faire plus de billes pour faire participer plus de monde, mais avec moins de couleurs. Voilà, donc ça, j'ai pas eu le temps de tester malheureusement. Donc voilà, je pose la question, comment rendre cet atelier sympathique en 50 minutes pour un festival. Ça je ne sais pas comment le transformer pour qu'il soit utilisable en festival. Et je voulais juste dire un truc, c'est qu'au-delà du festival, en fait, j'ai utilisé cette applet et ces idées pour d'autres choses. J'en ai fait un sujet en Chine, j'en ai fait un exposé de vulgarisation pour des sixièmes, il me semble. Je suis en train de faire un atelier en cours COURS, désolé pour la faute d'orthographe, dans un lycée. Un atelier de type AST, voilà, et j'ai fabriqué des objets, et en fait, c'est quand même intéressant parce que la théorie, on peut la développer, on peut s'amuser à la développer. Je pense que ça a dû être déjà fait, mais j'en sais rien en fait. Donc on peut se demander, est-ce qu'on peut écrire un algorithme pour résoudre, est-ce qu'on peut déterminer les configurations qu'on peut atteindre et celles qu'on ne peut pas atteindre avec les trucs pair et impair par exemple, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi en faire un sujet de programmation. On peut se demander quelle est la distance la plus courte entre deux configurations en termes de nombre de coups à faire, c'est ce qu'on appelle le nombre de dieux. Le nombre de dieux pour le Rubik's Cube, je crois que c'est 23 ou un truc comme ça. Et pour terminer, voilà, ça m'a tellement passionné ce puzzle que j'ai décidé de le fabriquer. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs tentatives de fabrication jusqu'à ce que ça marche. J'ai fait des tas de tentatives qui ne marchaient pas. Et puis les deux à droite fonctionnent. Donc c'est un truc qu'on peut manipuler. Si je vous remets ma caméra, si j'enlève la présentation, mais j'ai pas le temps, je vais plutôt répondre à la question. Alors la question c'est, peut-on trouver pour tout groupe fini un puzzle à permutation qui lui correspond? Et si oui, est-ce possible de fabriquer un jeu avec autant d'anneaux que de générateurs? Oui, c'est une question passionnante. Oui, tout à fait. J'imagine que la réponse est non, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Et je suis sûr que d'autres gens se sont posé la question. Voilà. On prend ce groupe de permutation. Est-ce qu'on fait un puzzle mécanique qui l'incarne? Alors peut-être que oui, mais avec des anneaux, je ne dis pas trop. Voilà. Ou alors, que le mécanisme, déjà, j'ai eu un mal fou à avoir un mécanisme qui fonctionne. Alors, par contre, avec des cycles, peut-être, ouais, des cycles abstraits, mais trucs réalisables mécaniquement, j'en sais rien. C'est pas ma profession de créateur de puzzle. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. On va enchaîner avec, alors on est désolé pour les problèmes techniques et le fait de raccourcir cette présentation de l'atelier. On va enchaîner avec une présentation qui va être en anglais de Corinna Murg sur les maths et la magie. Bonne continuation à vous.